Bienvenue fidèles téléspectateurs, une fois de plus nous sommes là dans votre émission Duel, une émission de chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Cette émission, ce débat est demandé, recommandé par les autorités. Pourquoi? Parce que le pays a besoin des analyses vraies pour donner une direction à la nation. Voilà pourquoi on nous a demandé d'inviter l'un des grands penseurs panafricanistes au cadre de l'UDPS, directeur du cabinet adjoint du VPN à Celo, si je peux le dire ainsi, mais il est là, il est de l'UDPS, Monsieur Norbert Yamba Yamba, c'est le bienvenu. Merci pour l'invitation. Merci également pour la personne que vous allez devoir présenter tout à l'heure, Ferdinand Kambere, pour qui j'ai beaucoup d'admiration à cause de sa modération, de son tempérament et surtout dans ce sens de responsabilité pour l'avenir de la République. Voilà, Monsieur Yamba Yamba vient de dénoncer les secrets de mon deuxième invité, mais il est déjà là. Lui s'appelle Monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, même s'il a déjà pris son congé. Mais il y a ceux qui pensent que le parti continue toujours. Monsieur Ferdinand, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation, encore une fois, et merci que je réitère à mon grand frère Yamba Yamba pour son raisonnement toujours soutenu et l'objectivité dans les débats. Voilà. Donc, on est là. Voilà. Nous répondons toujours lorsque c'est le peuple qui a besoin de nous écouter. Et surtout si la chaîne des mamans nationales fait appel à vous. Bon, pourquoi pas, lorsqu'elle offre un service public, même si c'est un service public, privé plutôt, qui sert, qui donne un service public, nous ne pouvons que la remercier pour ça. Voilà, merci. Là, je signale, je vois Monsieur Alain Atundou. Merci pour l'intérêt à cette émission. Les gens sont connectés pour vous suivre et suivre ces débats. Merci. Avec vous, on va parler d'un sujet important, deux sujets, des questions principales de cette émission. Quelle approche durable pour une solution de la guerre de l'Est? Quelle approche durable pour une solution de la guerre de l'Est? On va en parler. La deuxième question de l'émission, processus électoral en RDC, la transition est-elle inévitable? Je réponds les deux questions. Quelle approche durable pour une solution de la guerre de l'Est? 2. Processus électoral en RDC en 2023, la transition est-elle inévitable? Je préfère commencer par Monsieur Ferdinand Kambere, lui qui est de l'opposition. Il faut commencer par le pouvoir, Delphin. C'est à eux. La population attend plutôt les solutions du pouvoir. Surtout que il est du ministère qui gère toutes les questions politiques. Ferdinand n'influence pas le journaliste qui a l'autorité de la modération et qui a choisi non, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas qu'il fausse aussi les débats. Non, il faut que j'écoute les contradictions, j'écoute les remarques, etc. pour que je sois en mesure d'articuler ça auprès de nos autorités. Voilà. Donc, Monsieur Ferdinand Kambere, comprenez que vous êtes la personne choisie pour commencer cette première question. Mais la deuxième question, c'est lui qui va commencer. Ne vous dérangez pas. Alors, M. Ferdinand Kambere, ça fait presque 4 ans que le régime Tshisekedi est au pouvoir. Je me rappelle, le chef avait dit, il se sentirait dans la peau d'un président s'il y a la paix à l'Est. Mais la question mérite d'être posée aujourd'hui. 4 ans après, il n'y a pas la paix. Il y a ceux qui pensent que le régime est en train de tâtonner. Voilà, la question a sa raison d'être. Quelle approche durable pour une solution de la guerre de l'Est? Pensez-vous que le voie que le régime a empruntée, c'était les bonnes? Non, justement, parce que si ces voies étaient les bonnes... Donnez-moi la photo du chef. Vous ne seriez pas en train de dire que les gens disent qu'ils sont en train de tâtonner. J'ai suivi dernièrement le secrétaire général de l'IDPS, les partis au pouvoir, les partis
Augustin Kabouya, le parti de mon grand frère Yamba Yamba. Je ne l'ai pas reconnu. Ok. Parce que dès lors qu'on cherchera toujours à chercher des faux fouillards et à dire que ce sont les autres, l'ancien régime qui a signé des accords, il parlait de l'accord du, je crois, du 23 mars, et que donc la faute c'est toujours aux autres et jamais à eux. Mais ils vont continuer à tâtonner et ils vont terminer les mandats de 5 ans sans aucune solution. Okay. Alors qu'en réalité, l'alternance signifie le régime qui était là a été jugé au travers des élections, le peuple s'est exprimé et alors celui qui gagne les élections, il prend toutes les responsabilités. Bon, dans la Constitution comme la nôtre, où en réalité, le chef de l'État, bien qu'élu au suffrage universel direct, en réalité, ce n'est pas lui le responsable direct du gouvernement. Il y a un Premier ministre. Et que donc, les résultats qui étaient donnés pour que Félix Tshisekedi soit proclamé président et que le gouvernement soit dirigé par les FCC et que de la sagesse du Raïs qui venait de quitter le pouvoir, il a voulu que cet accord politique de gouvernance dont on parle tant ne soit pas celui d'avoir un gouvernement de cohabitation, donc un gouvernement qui va cohabiter avec un président qui ne participe pas à la majorité pour former le gouvernement, mais que ce soit une coalition. Mais tout de suite, on a tenu en échec même ce gouvernement de coalition qui aurait dû être peut-être au moins un pont de salut pour pérenniser les acquis avec les Raïs et Félix continuer avec cela, avec le gouvernement qui était du FCC. Il n'a pas voulu de tout ça. Il est monté sur les toits pour crier partout que les FCC le bloquaient, Kabila le bloquait. Et il a été entendu et écouté par plusieurs et soutenu. C'est à cela qu'il a créé son union sacrée, avec une majorité factice. Union sacrée pour la nation. Et que donc, depuis, moi j'étais parmi ceux-là qui disaient Tata, comment on dit, Tata et Kolo. Si vous ne signez pas d'accord, d'abord, le départ était mauvais. Le Raïs avait prédit aussi que s'il réussit à avoir cette majorité sans passer par les élections, rien qu'à débauchant, le pays risque de se retrouver sur une mauvaise pente. Et que demain, le peuple risque de dire que tous ces gens qui vivent sur le dos de la population, il coûte cher à la République. Tout le monde aussi, aujourd'hui, a vu cela. La vie est devenue trop chère. Il n'y a que des députés et les gens qui sont dans les institutions qui sont heureux. Mais le peuple pour qui on devait travailler pendant ces mandats, ils sont dans la souffrance. Et là, je ne laisse pas de côté la question de la sécurité à l'Est, où en réalité il hérite un pays dans son intégrité nationale, dans sa souveraineté. Kagame n'était plus rien par rapport à nous. Mais avec déjà un plan, on essaie concocter où qu'il a mis en exécution pour croire que c'est la première alliance, c'est celle d'avoir avec le Rwanda. Ils l'ont embrassé et ils sont allés chez Museveni. Ils l'ont embrassé tout en sachant qu'ils sont en réalité des gens qui sont en problème avec nous. Il y a beaucoup de problèmes avec nous. Donc, M. Ferdinand Kambere, vous, le PPRD, vous pensez que l'approche que le régime a utilisée, c'était une mauvaise. Donc, le régime Tshisekedi a plombé les pays dans des confusions terribles. C'est ce que le PPRD pense. Oui, parce que si on ne nous croyait pas au départ, mais aujourd'hui, au résultat, qui ne peut pas nous croire aujourd'hui, aux résultats qui sont là aujourd'hui, qui ne peut pas croire à ce que nous disions hier? Voilà. Parce que nous l'avions dit hier. Et que donc,
s'il va continuer à tâtonner, comme on voit, où on cherche des solutions. C'est hier un Sarkozy Emmanuel Macron. Hier, c'était encore une association des anciens premiers ministres. Okay. Demain, on nous dit que ce sera un Sarkozy qui revient. Alors, donnez-moi. Alors que tout le monde est en train de revenir. Que la solution au problème du Congo, c'est au Congo, ce n'est ni au Rwanda, ni en Ouganda, en tout cas moins chez nous. Mais le monde est devenu un village quand même, M. Ferdinand Kambere. Pas un village pour se faire avaler d'Alpha. Vous ne pensez pas que le monde n'est pas un village pour se faire avaler. Ok. Le monde, c'est un village, mais en réalité, chaque village... C'est un village, mais un village des villages, et chaque village doit d'abord se protéger. Merci. Vous êtes en train de voir comment peut-être la Russie fait ce qu'il peut faire, l'Ukraine aussi, peut-être essayer de se débrouiller en appelant tout le monde, mais les solutions, on ne les voit pas. Donc les solutions, je voudrais simplement citer, les solutions sont d'abord internes. Nous avons des institutions qui malheureusement tâtonnent aussi, comme le président de la République en tant qu'institution, et alors le pays va mal. Nous entrons dans des crises qui s'alisent pour des mauvaises solutions, pour des mauvaises approches. Donc, selon vous, les crises actuelles, c'est lié à l'approche du régime Tshisekedi. Cette approche qui n'est pas bonne. Mais qui n'est pas bonne, justement, lorsqu'on cherche toujours des excuses au lieu d'affronter les problèmes. Alors, monsieur Norbert Yamba, je précise que vous êtes panafricaniste, vous êtes au cadre de l'UDPS, directeur du cabinet adjoint du VATAM. Donc le ministère de l'Intérieur, vous êtes de l'UDPS. La première question, la même question à vous. Pourquoi vous tâtonnez? Ferdinand dit, c'est vos tâtonnements qui ont amené ces pays dans des problèmes, une fois de plus aujourd'hui. Merci beaucoup, parce que quand vous m'avez appelé, c'était Ferdinand Kambere. Ok. Il est là, Ferdinand. Je réitère toute ma considération, mon affection sur la qualité de son raisonnement, de ses prestations. Et j'ai dit, maintenant que le pays est en difficulté, et donc il est important, des tendances qui s'opposent puissent véritablement faire une logomachie, une dispute sur les mauvaises idées pour qu'on trouve ces solutions. Et là, j'attends de Ferdinand une approche constructive, prendre beaucoup de temps sur les responsabilités, parfois exagérées des uns des autres. Ça risque de ne pas vraiment nous faire avancer. Je voudrais également dire que lorsqu'on est dans une situation de détresse, il n'y a pas de solution mécanique. Il n'y a pas de solution mathématique. 1 plus 1 est égal à 2. Non. Sinon, les Américains qui ont fait la guerre en Afghanistan ont fait 20 ans durant. Et pourtant, ils sont commandés par une intelligence artificielle incroyable. On ne peut pas dire qu'ils ont tantonné. C'est la complexité des faits et la complexité de ce que représentent les relations interhumaines. C'est très important. Donc, toute la durée que peut prendre une guerre, ce n'est pas une question de tantonnement. Parce que des deux côtés, il y a une intelligence qui est en marche. Et chaque groupe met en place son plan, etc. Mais il faut déboulonner petit à petit, etc. En y allant, en essayant, n'est-ce pas, telle ou telle stratégie pour arriver véritablement à destination. Donc, je voudrais quand même élaguer cette façon de voir les choses qui porte sur les tâtonnements, la faiblesse des régimes, etc. Je voudrais également rappeler à mon ami Ferdinand que lorsque Augustin Kabouya, qui est notre secrétaire général, est revenu sur l'histoire des accords, mais l'histoire est têtue. Chaque phénomène que nous observons aujourd'hui a une imbrication incidentielle et tire sa source, parfois des faits lointains, parfois des faits immédiats. Et lorsque vous cherchez des solutions par rapport à ça, il faut savoir photographier qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui a comme relation dynamique par rapport à la situation actuelle. Sinon, alors, vous ne trouverez pas de solution.
Et les relations avec le Rwanda ont été parsemées de beaucoup d'accords. Et le régime qui a fait 18 ans, 20 ans, 22 ans, etc., ce régime a endossé la responsabilité de plusieurs accords. On ne dira pas que tous les accords sont mauvais, ça c'est évident, mais il y a une filière. Et il faut savoir véritablement comptabiliser ces différents rapports, sinon alors on va fausser l'histoire. Et donc ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a des relations directes avec les relations qui ont été réalisées par le passé. Est-ce que le fait d'aller en direction du Rwanda constitue un sacrilège? Je ne condamne pas les régimes passés parce que le Rwanda est partie prenante au conflit. Et je dis qu'aller discuter avec le Rwanda, c'est pas si mauvais, mais il faut que ça se fasse selon les règles de l'art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que discuter avec le Rwanda en tant que courtier, commissionnaire de la guerre. C'est ça que vous pensez du Rwanda? Le Rwanda, c'est un commissionnaire. Okay. Parce qu'en réalité, la guerre que nous sommes en train de vivre dans notre pays, c'est une guerre qui porte sur une convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts entre trois composantes. Il y a les vautours internationaux qui sont des multinationales à la recherche véritablement de minerais et des ressources naturelles. Et surtout, à ce moment où on parle de la transition énergétique, on a besoin de minéraux tels que le cobalt, le coltan, le lithium, le nobium, etc. Ces minéraux, le Congo les dispose. Un tiers des ressources naturelles en Afrique, ça c'est le Congo. Et lorsqu'on cherche, on est politique, on est en train de rechercher des solutions, il faut donc ressortir la complexité de cette situation. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Le Rwanda est utilisé comme les gendarmes et mercenaires. Le Rwanda vit de ces putains de mercenariats. Ben, écoute, les gens qui ont besoin des ressources, qui ne veulent pas que la solution soit trouvée, eh ben, sont des multinationales qui sont accompagnées par les gouvernements respectifs. Et quand on oublie cette façon de voir les choses, alors là, on est véritablement en train de taper à côté. Donc, outre les vautours internationaux, qui sont les multinationales, il y a aussi des amis de la sous-région. Quelqu'un disait qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. La géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Le Rwanda est là, nous sommes là, on est des pays frontaliers. Et donc, nous aurons des intérêts communs, ça c'est évident. Et si quelqu'un veut nous attaquer, il peut directement passer par le Rwanda. Et donc, nous devons chercher comment séduire le Rwanda. Parce qu'en réalité... Séduire le Rwanda, voilà pourquoi il fallait les accorder, nos minéraux, l'accord de Sakima et autres là. C'est ce qu'eux disent. Cette approche, vous avez encore donné du poids et le moyen au M23. Non, je m'excuse beaucoup. Nous faisons un débat de fond qui est fondamentalement intellectuel. Il ne faut pas dire donner les minéraux. Comment on peut donner les minéraux? On fait allusion aux accords. Alors, non. Cette approche-là, vous pensez que ça allait aider la nation? Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez l'accord où on cède les minéraux au Rwanda? Non. Et sans contrepartie. Okay. Non. Mais c'est dessous tout ça qu'il faut véritablement rationaliser, systématiser. Parce que si on va entrer dans une opposition émotionnelle, si on va entrer dans une logique d'émotions toxiques, on ne va pas s'en sortir. Et c'est très clair que la complexité de la situation dans l'Est de notre pays porte sur trois responsabilités. Il y a la responsabilité des vautours internationaux, il y a la responsabilité de nos voisins qui sont devenus des mercenaires, des puissances d'argent, il y a aussi la responsabilité des Congolais qui visiblement sont au fond aujourd'hui, ce qu'ils font appeler M23 avec le Rwanda et compagnie. Il y a aussi la responsabilité de ceux qui sont censés aujourd'hui être de l'opposition, mais qui jouent le jeu du Rwanda, sans le savoir, peut-être inconsciemment. Le problème aujourd'hui, c'est très clair, que le Congo, mon fils me posait la question, il dit, mais papa, qu'est-ce qui explique que cette guerre ne se termine pas? Est-ce que le Congo, les richesses du Congo, est une malédiction ou une bénédiction? Je lui répondais tout de suite que c'est le deux. C'est à la fois une bénédiction et à la fois une malédiction. Bénédiction parce qu'effectivement Dieu nous a dotés de tous ces moyens pour que nous puissions transformer notre pays et les transformer dans le sens de pouvoir changer la République au bénéfice de notre peuple. Mais une malédiction parce qu'il y a des convoitises. Et ces convoitises trouvent des relais à l'interne. Et ces relais s'intensifient pour véritablement désacraliser notre pays et les institutions de la République. Donc, en toute sincérité, moi je vois ces débats, surtout avec quelqu'un qui a la tête froide comme Ferdinand, qu'on y aille dans le sens de la recherche des approches assez constructives pour qu'on puisse sortir de cette situation. Parce que la complexification de ces questions
pose la problématique, ou aussi d'une analyse systémique au lieu d'aller orienter vers l'incapacité du gouvernement, parce que cette guerre a duré autant d'années, pendant qu'ils étaient au régime, ils n'ont pas trouvé de solution. Aujourd'hui, la guerre continue, parce que les mêmes intérêts sont pendants, et donc, nous tous... Mais ils disent que vous n'écoutez pas les conseils des autres, vous pensez que les FCC vous avez bloqué, mais non, vous êtes libre, vous continuez toujours à aller dans le noir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je dise juste un mot par rapport à ça? 5 secondes. Vous savez, Ferdinand, moi je vous ai toujours connu comme quelqu'un de bon sens, quelqu'un d'une conscience incontestée, incontestable. La coalition, et vous l'avez bien défini, hein, coalition FCC-CACH, c'était une bonne coalition qui aurait pu réussir, parce qu'on se trouve en face des compatriotes, des patriotes, et des nationalistes, qui visiblement ont des intérêts communs à défendre. Malheureusement, vous aussi de votre côté, il faut savoir faire l'examen. Il y en a ceux qui n'ont pas compris. Ils ont estimé, ils ont vu tout de suite les élections. Et ils ont estimé que Tshisekedi seul, lorsque nous travaillons comme il faut, Tshisekedi va réussir, il va nous gagner aux élections. Alors maintenant, on a enlevé toute la quintessence liée à la coalition qui aurait pu véritablement former une équipe avec un leadership choisi, etc., pour booster véritablement la République. Alors nous sommes retrouvés dans une situation où, si tel fait ceci, ou il recommande ceci, il faut donc bloquer pour qu'il ne puisse pas véritablement avoir les dividendes. Et c'est ce qui a fait que finalement, on puisse aller dans une logique un peu politique et pratique, philosophique, dans le sens... comment s'en sortir? Les Congolais attendent. Et bien bon, nous ne savons pas quoi faire. Il faut créer une nouvelle union. Créer une nouvelle union dans une triste obligation. Et c'est cela, justement. Et alors, si chacun de nous ne peut pas examiner ses failles, à ce moment-là, chacun se donnera raison, le pays va persister. Merci, M. Norbert Yamba, au cadre de l'UDP. Vous avez fait 7 minutes. Je vais donner le même temps d'antenne. Non, il a fait plus. Hein. S'il vous plaît. Alors, il faut contrôler les minutes. Pas de problème. Je vais donner le même temps d'antenne à M. Ferdinand Kambere. Alors, M. Ferdinand, M. Norbert a dit ici, le mieux, c'est de réfléchir dans les sens d'aider la République pour que nous puissions sortir de cette histoire, parce que cette guerre a commencé avec vous et la guerre continue. À votre place, les régimes pouvaient faire quoi? Est-ce qu'Abila avait laissé les bases pour que ces régimes aillent plus loin, pour que cette guerre ne puisse pas retourner? Non, ça veut dire que c'était clair. D'abord, il fallait qu'on respecte les textes qui régissent les institutions. Parce que ce n'est pas politesse que nous appelons rupture FCC-CACH, que nous ne l'appelons pas coup d'État institutionnel. C'est par politesse. Okay. Et pour donner la chance à celui qui était venu, qui venait de l'opposition, comme venait de le dire Yamba Yamba. En tout cas, les Raïs, Joseph Kabila Kabange, a donné la chance à la République. Il s'est effacé, il s'est oublié, et il a joué ce rôle qu'il n'aurait pas dû jouer. Parce qu'en réalité, à coalition, il voulait qu'ils restent ensemble avec les nouveaux venus au pouvoir et qu'au moins ils cheminent ensemble pour faire avancer la République. Mais aujourd'hui, la République a reculé. Même si mon frère Yamba Yamba ne veut pas le reconnaître, la République a reculé sur tous les plans. La guerre n'est pas mécanique, il y a les intelligences. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Mais il y avait déjà des bases. Okay. Il y avait déjà des bases parce que le Rwanda, quand même, avait déjà été obligé de ramener ses troupes, le Rwanda et l'Ouganda, ses troupes, leurs troupes dans leur pays. Et que c'était simplement leur relais sous RCD, sous MLC, sous d'autres groupes armés qui tenaient encore le pays. Et que de la sagesse, encore une fois, du Raïs, il a fallu qu'il y ait Sun City. Sun City, c'était un dialogue entre Congolais. De Sun City à I1+4, nous avons eu la Constitution. Et on a fait des élections sur base de ces textes-là, sur base de ce dialogue-là de Sun City. Et là, entre Congolais, pour la formule qui était trouvée. Et alors, les débats peut-être restaient entre la République et les autres États qui continuaient à instrumentaliser d'autres groupes armés. Parce qu'il y avait CNDP qui avait été... Nous allons à Kinshasa, mais il faut que nous ayons quand même nos épines sous la botte de cette République naissante qui était la Troisième République.
Donc il a fallu se battre, et comme il vient de le dire là, avec parfois les adversaires qui vautours, je peux emprunter le même terme, les vautours des multinationaux. Nous avions des Congolais complices qui étaient dans ces groupes armés-là, mais pour en réalité répondre des cahiers de charges de ceux qui les ont mandatés pour faire cela. Et lorsqu'ils viennent à Kinshasa, dans le gouvernement R+4, et qu'ils laissent d'autres groupes armés localement là-bas, comme les CNDP, lorsqu'on s'est battu contre les FARDC, donc les FARDC comme armée constituée des armées des anciens rebelles et du gouvernement, alors le CNDP est resté là, mais il avait encore des amitiés. Il avait encore des amitiés auprès des Congolais qui étaient complices, la formule qui était encore trouvée, que les gens considéraient comme mauvaise, ou on a encore obligé à ce gouvernement-là d'intégrer ces militaires du CNDP, et c'est là où le secrétaire général Kabouya, lorsque je le vois présenter l'historique, parce que Yamba Yamba dit oui, l'historique des accords, oui, il faut connaître. Et lorsqu'on est cette fois-ci au pouvoir, si hier vous criez sur Kabila par rapport à tout ce qui était fait, mixage, mais aujourd'hui c'est vous, vous ne pouvez plus avoir le même discours comme si vous étiez à l'opposition pour dire que même les enfants ne pouvaient pas signer des accords du 23 mars. Mais quels sont ces accords-là? A-t-il déjà lu ces accords signés par Kabila en 2023 pour dire que même les enfants ne pouvaient pas? Il y avait un cahier de charges, et ces cahiers de charges qui ne rencontraient pas les aspirations du peuple congolais étaient boutés dehors, et c'est comme ça que lorsque on est sous cette étiquette de 23 mars, alors le Congo était obligé de se battre et de les chasser. Alors, l'IDPS aujourd'hui au pouvoir ne peut pas revenir sur base de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui, commencer à dire que l'ancien régime avait des accords et c'est pour ces accords que le M23 est ressuscité. Non, le M23 avait été neutralisé. L'IDPS ne pouvait que partir de ça. Je reviens pourquoi? Parce que vous parliez des bases que nous avions laissées. Alors, on était donc obligé de parler avec ceux-là qui entretenaient ou qui instrumentalisaient des jeunes gens congolais qui rentraient dans des groupes armés comme les CNDP, comme les M23, pour parler directement avec ceux-là qui les entretenaient sur le sol congolais. Et ça, le dernier match ou la dernière signature, là, il faut parler d'un accord. D'ailleurs, un accord cadre d'Addis Abeba, signé en présence du secrétaire général Ban Ki-moon. Et cet accord-là disait clairement que le Rwanda ne pouvait plus soutenir aucun groupe armé sur le sol congolais. L'Ouganda, mêmement. Le Congo, mêmement, parce qu'en réalité, même quand on utilise ce prétexte-là, on sait que c'est un prétexte. On sait qu'il y a toujours eu cette machine, même quand vous repartiriez les Hutus vers leur propre pays, où ils seront encore reconditionnés pour revenir dans notre pays et perpétrer l'insécurité sur le sol congolais. Alors, cet accord d'Addis Abeba a été, par ces régimes, bypassé pour aujourd'hui appeler toute la communauté internationale de ne plus parler de l'accord d'Addis Abeba. Et maintenant de parler de l'accord de Nairobi. Est-ce que ce n'était pas un accord piège d'Addis Abeba? Parce que... Piège en quoi? Parce qu'au moins ça reconnaissait la souveraineté de notre pays. On a soulevé quelques questions en disant, même à votre époque, les services rwandais pouvaient venir en RDC sillonner. Mais qui a cette preuve-là? Est-ce que, maintenant qu'ils sont au pouvoir, je suivais même quelqu'un d'autre qui disait... L'ancien ministre des Affaires étrangères de Kabila, c'était Raymond Tshibanda. Raymond Tshibanda... C'est des personnalités. C'est lui à qui on a confié les mécanismes de suivi de l'accord d'Addis Abeba. C'est quand même François Tshishimbi, François Mamba Tshishimbi. Aujourd'hui, c'est une personnalité qui est autour du président aujourd'hui.
Il connaît. Mais comment maintenant du régime ou sinon du parti qui est au pouvoir, on peut continuer à parler de ces accords-là avec légèreté? Alors qu'autour du président lui-même, il y a des personnalités comme François Mwamba qui pouvaient bien dire ceci. Ou alors, si c'est vrai que ce sont plutôt les pays aujourd'hui et en guerre parce qu'il y a des anciens accords signés par l'ancien régime, quels sont ces accords qui ne brandissent pas? Que d'entretenir l'opinion dans une confusion, alors qu'on a besoin de cette opinion-là pour soutenir l'armée, pour soutenir le gouvernement, pour soutenir tout le monde, ou les efforts, ou les stratégies qu'ils peuvent avoir. C'est ça que nous ne comprenons pas. Et c'est ça que nous disons qu'apparemment le régime est en panne de stratégie. Donc le régime est en train de se noyer. Oui, parce que quand vous recommencez maintenant avec de nouveaux accords de Nairobi, alors ça revient encore, les M23, les Rwandais qui deviennent vedettes, et les stratégies utilisées, ou les approches utilisées pour ramener la sécurité. On nous a dit d'abord, d'abord avant ça, rappelez-vous de l'interpellation. 1 minute, Chité. Oui, rappelez-vous de l'interpellation de l'honorable président Bosso, lorsqu'il demandait à ses collègues à l'Assemblée nationale de quitter les groupes armés. Vous vous rappelez? Je crois que de l'opposition, j'étais peut-être le seul, encore une fois, à les féliciter et à la remercier parce que c'est là où il y a vous les avez entretenus sous votre gestion. C'est archi faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Toutes les révélations aujourd'hui montrent bien que l'opposition d'hier, qui est aujourd'hui au régime, était bien avec ces groupes armés. Merci. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai dit que les résultats est en train de donner tort à ceux qui sont au régime. Lorsque vous laissez des ministres aller au Nord Kivu, dire par exemple que ces groupes armés vont jouer un rôle des forces réservistes et ils auront les mêmes avantages, c'est leur demander d'intégrer l'armée ou c'est de les décourager et de les demander de persister sur le terrain. Merci. Alors, donc c'est ce que nous appelons nous tâtonnement et il n'y a pas que nous. Alors donc, dans ça, vous pensez qu'on est en train de trouver à cette solution lorsque même à Beni, je crois, la nuit du 8 ou du 9 ou du 10, on n'a fait qu'égorger et parfois dans des milliers contrôlés par ces groupes armés. Vous regrettez encore Kabila? C'est peut-être le peuple qui le regrette. Merci. Et le peuple le dit clairement, ça se cachait. Merci. Alors, monsieur Norbert Yamba, je vous regarde en face. Pourquoi vous n'avez pas continué sur les bases solides laissées par le régime Kabila pour qu'il y ait la paix? Vous êtes allé dans les tâtonnements. Aujourd'hui, les pays est en sang. Monsieur Ferdinand l'a dit en vous regardant en face. Je m'excuse beaucoup, j'étais en train de sourire. Tout à l'heure, là, quand Ferdinand disait que bon, le peuple est en train de regretter Joseph Kabila, je me suis dit, en tout cas, Ferdinand, faisons un effort. Sinon, c'est gravissime. C'est gravissime. Si le modèle est référentiel, si l'unité de mesure, si le modèle à suivre, c'est le président Kabila, certes, il avait des compétences, il avait un certain nombre de choses qu'il a réalisées, ça c'est évident, mais le Congo est trop grand. Le Congo est trop grand et le Congo ne manque pas de personnes, mais surtout a besoin des hommes qui ont des grandes ambitions. Des grandes ambitions. Là où je suis d'accord avec lui, c'est quand Joseph Kabila disait qu'il n'avait pas 15 personnes. Je lui donne raison, entièrement. Là, vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui. Il n'avait pas 15 personnes, sinon le pays ne serait pas où nous en sommes. Je suis aussi d'accord avec Ferdinand, quand il dit on n'a pas l'air d'écouter un autre son de cloche. Et que bon, tous ces sons de cloche peuvent donner une intelligence collective qui permette véritablement à décanter des choses. D'accord. Et c'est ça justement la démocratie, parce que c'est la gestion des contradictions. Il faut s'accepter, et il faut écouter les autres et faire en sorte que la synthèse de tous ces éléments peuvent aider à ce que les choses avancent. Là où je ne suis pas d'accord avec Ferdinand, lorsqu'il dit que la République a reculé. La République a reculé. En fonction de quel indicateur?
En fonction de quel indicateur? Je sais, cet homme, il vient de la société civile avant d'être du PPRD. Et je sais quelles sont les motivations de la société civile et quelle est l'analyse et la lecture de la société civile autour de ce qu'a été véritablement la gestion de notre pays. Et il sait, bien qu'il soit dedans, qu'ils ont endossé pas mal de responsabilités. Et ça, c'est très important. Et si nous ne faisons pas attention par rapport à tout ça, et si nous allons verser véritablement dans la complaisance pour dire ben, c'est notre camp qui connaît mieux que l'autre camp, le pays ne va pas avancer. Et même nous, comme nous sommes là, nous devons être en mesure de regarder avec les yeux regardants pour qu'on se dise qu'est-ce que nous pouvons profiter des régimes passés, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et comment nous pouvons capitaliser cela pour véritablement faire booster la République. Ça, on en a besoin, et ça, c'est le défi de tous les Congolais. Et je suis d'accord avec Ferdinand pour dire, aujourd'hui, étant donné que nous avons démontré que nous n'avons pas des clivages idéologiques, l'impression que nous avons créé à l'époque, l'AFDL arrive, sociodémocrates, etc. Les kabylistes viennent sociodémocrates, etc. Nous aussi, nous, on est sociodémocrates, etc. Mais on n'est pas trop différents, en fait. On n'est pas trop différents. Alors moi, j'ai dit, même si on n'est pas trop différents, mais inventons un autre système qui nous permette véritablement de servir notre société. Okay. Et là, il a dit, la coalition. Mais alors qu'il faut une coalition sincère, avec un partage de rôles, où l'on reconnaît le leader, et l'on détermine un agenda stratégique qui permette véritablement de booster. Ça n'a pas eu lieu, et ça reste un défi, même pour eux. Parce que même si il dit que le peuple réclame Kabila, et qu'il revient encore qu'il n'a pas le droit de revenir, étant donné la limite, les limitations constitutionnelles, etc., il peut y avoir aussi Kambéré. Ferdinand, qui est un gars compétent, pourquoi pas? Pourquoi cette façon de déifier les individus? Pourquoi? C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, sinon alors ce serait pas une république pour tout le monde. Donc moi j'estime que même s'il revenait au pouvoir, peu importe la personne qui arrive, et si on n'a pas le cœur dans l'ouvrage, si on n'a pas un esprit de l'unisson pour dire nous avons un défi commun, la lutte contre la pauvreté de notre peuple. Et cette élite doit se faire dans un partage de rôles, avec un système qui n'est pas finalement inspiré du gréco-latin, du romano-germanique, un système qu'on peut avoir des ingrédients à l'intérieur de nos héritages traditionnels pour nous permettre véritablement de consolider une conviction et un engagement institutionnel. Si on n'arrive pas à faire cela, je pense qu'on attendra longtemps. Non, écoutez, on n'a pas fait reculer la République. On n'a pas fait reculer la République. Mais qu'avez-vous fait pour faire avancer la République? Mais regardez. Dans ce secteur-là. Ferdinand n'est pas seulement un politique. Il a une culture de rationalité inspirée de la société civile, mais c'est aussi un intellectuel. C'est un ancien ministre également. Un ancien ministre national. Oui. Je ne voudrais pas citer tout ça parce que ce que j'ai cité là, c'est mieux qu'être ministre parce que tout le monde, n'importe qui peut devenir ministre. C'est ça. Donc je voudrais simplement dire que lorsqu'on veut faire l'analyse et qu'on ne tient pas compte, on ne comptabilise pas les effets qui ont une interaction dynamique à l'intérieur du processus, on risque de faire une très mauvaise analyse. Regardez, cher Ferdinand, aujourd'hui, nous avons les institutions de la République. Oui, il y a un président de la République qui a perçu à un moment donné que les choses sont bloquées et qui a opté pour une option. Peu importe l'option optée, mais je dis, regardez la configuration, regardez la configuration institutionnelle, regardez l'armée, qui font partie de l'armée. Sont-ils conscients des défis qui sont les nôtres? Sont-ils conscients de l'agenda international qui se trame contre notre peuple? Regardez au niveau des institutions politiques, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, ceux qui sont au gouvernement, il y a des gens qui travaillent pour l'extérieur. Il y a des gens qui sont des commissionnaires de l'extérieur. Et tout cela, faisant combine, montre très clairement qu'il y a toujours difficulté. Vous avez proposé quelque chose aujourd'hui, il y a des gens qui, la nuit, transmettent véritablement l'information. Et ça complique les choses. Et ça ne donne pas d'aujourd'hui. Ce sont des personnes héritées du régime passé. Peut-être qui avaient foi,
de pouvoir faire mieux, mais il y a aussi des gens qui avaient leurs agendas individuels. Et ça, il faut comptabiliser dans la réflexion. Parce que si on n'essaye pas de tenir compte de tout cela, on risque véritablement de focaliser la responsabilité à une seule personne. Là, vous êtes en train de vous plaindre parce que vous avez assaini l'armée, vous avez changé la ligne de commandement, et ainsi de suite. Est-ce ce n'est pas efficace pour donner les résultats? Vous voulez les retourner? Je vous dis que cette question n'est pas une question simple, c'est une question complexe. Et à un problème complexe, il y a une réponse complexe. Okay. La question de changement de l'armée, ce n'est pas une question de changer le chef d'état-major. Non! Il y a une complexité, il y a une mentalité, il y a une culture, il faut déprogrammer. Et ça ne peut pas se faire en 2 ans, en une année. Mais gouverner, c'est prévoir, monsieur Yamba Yamba, vous êtes de l'UDPS. Mais écoute, la prévoyance... donner des solutions. La prévoyance porte sur 3 compartiments. Il y a le court, ce qu'on appelle le court terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme, c'est dans une année, on fait quoi? Et c'est comme ça que vous avez vu des mesures qui ont été prises dans le sens d'augmenter les chiffres des militaires qui devraient se trouver au front. On nous a dit qu'on est allé jusqu'à 21 000, et pourtant il n'y en avait que 11. Il y a même des manigances, parce qu'il y a des maquintoums dans les chefs de ceux qui véritablement devraient faire le travail, des séquelles de la situation antérieure. Et voilà, ils ont trompé. Mais on a réaménagé. On a réaménagé le recrutement. On a dit, bon, on va recruter des militaires avec une nouvelle dynamique, etc. On en a fait. On a équipé les militaires. On a revu, et c'est pas certains avantages additionnels par rapport à... Ce sont des décisions. On a estimé qu'on pouvait travailler avec la sous-région. On pouvait travailler avec la région, etc. Ça sont des grandes réformes qui sont intervenues, qui auraient pu véritablement nous donner des solutions. Mais alors, vous n'allez pas dire, c'est parce qu'on a fait ces changements-là, et que tout de suite, la situation change. C'est pourquoi je vous dis que les Américains, qui ont une intelligence artificielle, étaient pendant 20 ans, ils sont partis au moment où tout était, en difficulté en Afghanistan. Donc, sinon, la guerre de 40 à 45 n'aurait pu durer 5 ans ou 6 ans. Vous voyez, donc moi je pense que il faut arrêter de considérer que bon, Tshisekedi avec son régime endosse des responsabilités. Là où je suis d'accord avec Ferdinand Kambere, c'est qu'aujourd'hui plus que jamais, certainement que Kabila a géré cette question pendant 18 ans. On n'a pas trouvé de solution durable. Nous venons de prendre, ça fait 4 ans, tirons des leçons positives et des leçons négatives, et nous disons ensemble, à une intelligence collective, comment nous on arrive véritablement à nous approprier dans notre pays. Ça, c'est une question fondamentale. Et ça constitue un défi. Merci. Quelle approche durable pour une solution de la guerre de l'Est? Regarde, donnez-moi la première vidéo. J'aimerais que nous puissions écouter cette vidéo. Comme ça, monsieur Ferdinand va prendre la parole, et puis Yamba Yamba va terminer ses premiers sujets. Monsieur Yamba Yamba. Monsieur Norbert Yamba Yamba, le panafricaniste, il va prendre la parole pour terminer ce premier sujet. Donnez-moi la vidéo. Un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Pour outrepasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008. Et 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact. On va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée et le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté Rwanda, il était sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées ont engagé l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda? Et je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois, et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Nkunda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma, et ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais
apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est toujours sous la coupe de Kagame et du Rwanda alors? C'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai dit si tout vous faites les simplement... interprétations que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que je vous pose. Et comme vous êtes démocrate comme moi, oui, je respecte vos déductions. Oui, mais moi, tout simplement, ce que je vous dis... Bon, mais en tant que le futur président du Congo... merci, que Dieu vous entende. Voilà, merci, oui. vous êtes, quand vous partez aux élections, comme Gbagbo a dit, on ne va pas aux élections pour perdre. Oui. Vous allez pour gagner. Oui, exact. Alors, si vous gagnez maintenant les élections, qui va se tenir en novembre, oui, alliez-vous revoir les termes de négociation qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda? Absolument. Je dirais au président Paul Kagame que nous avons besoin de la paix au Rwanda, la paix au Congo. Je dirais au président Museveni de l'Ouganda que nous avons besoin de la paix en Ouganda et la paix au Congo. Le Congo, c'est un géant. Le Congo, quand il est instable, c'est toute la région qui est instable. Le Rwanda peut avoir l'illusion d'avoir une paix, mais c'est toujours fragile. Oui. Quand tous les anciens rebelles du Rwanda, les anciens militaires d'Abiyarimana se trouvent encore sur le territoire congolais... Et c'est la faute du Rwanda, ça? C'est pas la faute du Rwanda. C'est pourquoi je voudrais lui dire que nous avons intérêt à inscrire la recherche dans la paix à l'est du Congo dans un contexte régional. D'accord. Mais... sous-régional, parce que il ne faut pas chercher des solutions aux problèmes internes du Rwanda au Congo. Mais... Parce que les génotypes de 94... Oui. Voilà, des retours sur ces plateaux. L'histoire est têtue. Nous venons de suivre l'ancien président de l'Assemblée nationale, de l'UNC, proche Kabila, secrétaire général du PPRD parti de Joseph Kabila, M. Ferdinand. Vous venez d'écouter M. Vital Kamerhe, il nous a parlé des accords. Il n'y avait pas de sérieux de votre côté, il ne faut pas jeter l'opprobre de votre côté. Bon, d'abord, il faut bien les présenter. Ok. Parce que tu sais que un texte sans contexte est un prétexte. Ok. Là, quand il parlait comme opposant à Kabila. Il parlait comme quelqu'un qui n'était plus à l'Assemblée, donc il a formé, je vois, il portait son logo. Mais ce qu'il a dit, c'est vérifiable, ça s'est fait comme ça. S'il vous plaît, parce que maintenant, tu as bien fait de mettre cette vidéo. Ok. Parce que c'est ce qu'ils ont appliqué lorsque finalement ils ont eu le pouvoir. Ok. Et je dis alors, je comprends pourquoi Félix a des problèmes pour trouver des solutions à la question de l'Est lorsqu'il se fie aux gens de l'Est qui en réalité, ils sont des avocats du CNDP, ils sont des avocats du M23, ils sont avocats du Rwanda. Donc, au lieu d'être... Kamerhe, les Bati et les autres, ce sont les avocats du M23. Pourquoi tu parles de Bati? Non, là, on a vu la vidéo de Vital. Vous avez vu les gens qui était un président de l'Assemblée nationale. Ok. Et qui s'est brouillé pour une question d'approche par rapport à la stabilité de l'Est, l'approche qu'avait prise le gouvernement de l'époque. Et je comprends que là, il est en train de se justifier par rapport à sa position vis-à-vis de l'ancien président, le Joseph Kabila Kabange, sur base de cette question. Mais maintenant, là, il parlait comme un opposant, et donc qui critiquait le régime de Kabila. Et là, il critiquait l'approche qui avait été choisie par Kabila, d'avoir, lui, au lieu de suivre les résolutions du CNDP, comme il dit là, et il est étonné que la population apprend qu'il y aura plutôt de troupes rwandaises qui seront sur les sols congolais traqués les FDLR pour vider les prétextes rwandais. Ils ont diabolisé Kabila à partir de ça, et comme ça, de 2008, 2009, 2010, Kabila à l'Est a été diabolisé à cause de ce discours-là. Mais qu'est-ce qui arrive? Et c'est là où ça devient intéressant. Je ne sais même pas qui t'a inspiré pour ressusciter cette vidéo. Okay. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque maintenant ils sont au pouvoir. Lui,
Félix et Louis Caméré, son directeur de cabinet, et surtout qui était comme un vice-président. Ok. Et que la première approche, c'est ce qu'il critiquait. Il va au Rwanda pour amener des vaches, pour amener ceci, pour amener cela, et les résultats. C'est ce qu'il critiquait contre Kabila, qui a été maintenant mis comme machine, et qui justifie, qui est devenu la base de tous les accords que nous décrions aujourd'hui, et qui ne veulent pas être portés à la place publique, et qui deviennent un malheur. Donc le gouvernement Félix ou le régime Félix décide, par exemple, sans entrer dans le fond, des opérations qu'il y a eu là-bas, où on a appris qu'il y a eu, en faveur du Rwanda, la neutralisation de quelques FDLR, ce qui est bon pour vider ce prétexte-là. Mais c'est eux qui critiquaient ça hier, mais c'était la première chose à suivre. Deuxième chose, on a un état de siège, toujours par ces régimes. Quels que soient les résultats négatifs de cet état de siège, et au Nord Kivu, et à Nituri, on continue à l'imposer. C'est toujours de ces accords-là qu'il y a ce qu'on a appelé la mutualisation des forces FARDC et les UPDF. Et vous voyez des avocats qui sont parmi les élus pour vous dire, par exemple, mal présenter les FARDC, pour vous dire, non, nous sommes, j'ai vu ça, nous sommes allés voir, nous sommes arrivés là où étaient les EDF pour les approcher et comprendre pourquoi des massacres continuent à se perpétrer alors qu'ils sont déjà sur le sol congolais. Ils nous ont dit qu'ils ne savent même pas que dans ce village-là, il y a la population. C'est des députés donc qui prennent toujours les comptes des armées étrangères sur notre sol contre nos FARDC. Et vous pensez qu'avec cette attitude-là, je vais maintenant à l'accord de Nairobi où donc on oublie les FARDC et on dit que c'est la force régionale qui va venir. Cette fois-ci, sans la bénédiction, sans être sous les parapluies de la MONUSCO, ils vont d'ailleurs commander nos FARDC. Parce que le commandant des FARDC vient comme commandant second. C'est là où je disais que Yamba, lorsque nous disons que le pays a reculé, parce qu'en réalité, nous n'avons plus de FARDC, on a sous-traité la force de défense. Il y a même les Angolais. Donc, qui aussi, voilà, il y a des Angolais, des Burundais. Est-ce qu'on avait besoin de Burundais? Est-ce qu'on avait besoin de Kenya? Est-ce qu'on avait encore besoin de... Ils sont là, on continue à massacrer chaque jour. Aujourd'hui, au lieu même, j'étais content quand vous aviez dit, même quand il s'agit d'une course, à un moment donné, on s'arrête pour souffler. Ou si on est chauffeur, pour regarder dans les rétroviseurs. Mais non. On change, ça devient, non, les groupes armés vont être des forces réservistes. Tout ça vient d'où? Où est la chaîne des commandements? Est-ce que ça vient encore du président de la République qui commande lorsqu'on l'a vu à Burundi en train de s'adresser à un général kenyan? Yamba. C'est pas ça reculer. Merci. Prenons la démocratie. Ça, c'est sous le plan de la défense et de la sécurité. Sous le plan de la démocratie. On va en réalité, nous sommes un pays, RDC, ça veut dire République démocratique du Congo. La démocratie, c'est toujours avec les deux processus. La démocratie, c'est pas qu'avec les élections, comme on est en train de vouloir les organiser pour les chaos. C'est le processus, je voudrais terminer par là, c'est le processus démocratique et le processus électoral. Ici, l'effort qui était, c'est celui d'articuler le processus électoral avec le processus démocratique pour que la population se sente concernée. Participe à la gestion du pays. Nous n'arrivons pas à le faire. Au contraire, on a reculé aujourd'hui. Merci, M. Ferdinand. On ne savait pas parler des élections locales, mais maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de savoir est-ce que demain il y aura élection, même pour la présidentielle, même pour ça. Est-ce que ce n'est pas ça reculer? S'il vous plaît. Je peux continuer comme ça la chaîne. Ne glissez pas comme en 2016. Ne glissez pas, calmez-vous. Alors, monsieur Norbert Mbayamba, monsieur Rigen, donnez-moi la photo de l'honorable député Mwanga Chouchou. Donnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi ça. Trop de biscuits. Hein? S'il vous plaît. La photo, donnez-moi ici, derrière. Monsieur Norbert Mbayamba, vous avez suivi Vital Kamerhe.
si j'ai demandé la photo de l'honorable député Mamba Chouchou, il est député national, élu de Massissi, on a trouvé dans sa maison ici à Kinshasa et là-bas dans sa concession les armes de guerre, des munitions. Le monsieur ici, on est en train de le juger en flagrance. Il a été imposé en 2011 comme député sans avoir été... il n'a jamais déposé sa candidature selon les informations qu'on a eues. Ah, bon. C'est monsieur sous le régime Kabila, on dit, il était l'homme puissant. C'est lui qui donnait des moyens aux groupes armés. Sous votre régime, il a été arrêté. Pensez-vous que c'était fait à dessein pour que ce pays soit saignable? J'aime bien Ferdinand Kabéré. Je l'aime bien parce que, effectivement, ce qu'il dit, il croit à ça. Et il est assez sincère lorsqu'il dit des choses. Mais au moins, Ferdinand est conscient que la discussion qui a eu lieu pour savoir la responsabilité du régime Tshisekedi par rapport à la situation de l'Est, où nous avons expliqué qu'il y a eu des infiltrations, il y a eu des choses qui se faisaient parce qu'il y a un partage des rôles au niveau international, au niveau sous-régional et au niveau congolais. Et donc, ça se concrétise. L'ancien secrétaire général du PPRD, témoin de l'histoire, homme orchestre, parce qu'il a dit qu'il aurait joué le rôle de vice-président presque. Et pourtant, c'est lui qui aurait joué même de premier vice-président lorsqu'il était au PPRD, etc. Et il a une expérience cumulée par rapport à ces questions. Nous confirme qu'il y avait un agenda caché. Quelle confirmation? Et cette confirmation a été manifestée par sa contestation. Ça, c'est vital. Lorsque l'armée rwandaise est entrée au Congo, il se disait, en tant que président de l'Assemblée nationale, il n'était pas informé. Et c'est ce qu'il a fait comme contestation. Et c'est ce qui a fait son départ du PPRD. C'est que, très clairement, cette posture qu'il prend comme opposant n'est pas très loin de la posture comme membre du PPRD, où il avait tous les avantages. Mais pendant ce temps, il a estimé que ce n'était pas bon et qu'il y avait un agenda caché. Et quel agenda caché? C'est la construction de différentes filières. À partir de l'AFDL, RCD, CNDP, quoi encore, M23. Et puis il dit qu'il n'y avait pas le sérieux de notre côté. Et donc, il n'y avait pas du sérieux de notre côté. En fait, le sérieux est le résultat d'une complicité, d'une complotation. C'est ça, en fait, ce que cela représente. Alors, nous disons à nos amis du PPRD, n'est-ce que les reliquats d'aujourd'hui, pour dire, écoutez, mais pourquoi vous ne comptabilisez pas ça? La preuve, c'est que nous avons un gars qui a été député. Ce n'est pas pour ce régime. Mais député, mais qui visiblement est trouvé en flagrant délit dans ce genre de situation. Dis-moi, ces députés-là, quelle position va-t-il prendre pour sauver le régime ou l'anéantir? Pourquoi toutes ces armes? Ça vient d'où? Qui a fait? À un moment donné, à Rutshuru, Massissi, compagnie, etc., nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, de notre assemblée. Ce qui s'est passé, à un moment donné, on a contesté certaines personnes, mais finalement, qui ont été admis. Donc, moi, je ne suis pas contre ce que dit Ferdinand. Mais je dis que tant que vous ne comptabilisez pas les infiltrations, l'agenda caché, qui a permis naturellement d'avoir des différents groupes d'armées qui entrent et qu'on laisse toujours des soldes pour qu'en définitive, ces gens-là reprennent la guerre. Et finalement, on va les intégrer au niveau politique, ou même des institutions politiques, on va les intégrer au niveau des régies financières, on va les intégrer au niveau de la sécurité, etc. C'est ce qui s'est passé avec l'AFDL, avec le RCD, avec le CNDP, avec l'M23. Aujourd'hui, le solde de M23 revient. Et on est en train véritablement d'appliquer. Écoutez, Ferdinand, vous savez, cette expérience nous montre très clairement qu'il y a eu des endroits, avec l'expérience du Soudan, il y a quelque chose de ce genre, où on voulait prendre certains Soudanais du Sud, on les amène. Il y a un schéma tracé par les institutions internationales au service de puissance d'argent. Et tout compte fait, quand ils deviennent nombreux,
on va déclarer la balkanisation. Alors, enfin, c'est fait un référendum. Comme j'attends, j'ai vu des gens aux États-Unis, etc., qui se réclament comment ils sont torpillés, ils sont déstructurés, etc. À un moment donné, quand ils deviennent nombreux, communauté de la Nyamulenge. Bien entendu, je m'excuse beaucoup, mais il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de respect et qui croient être congolais parmi eux. C'est un Nyamulenge celui-ci. Je n'aimerais pas entrer dans cette guerre, etc. Mais il y a aussi des gens qui sont complices et qui visiblement veulent déstructurer, déconstruire la République en donnant un argumentaire qui ne correspond pas à la réalité. Ces gens-là doivent être dénichés et dégagés. Donc je voudrais dire que si à un moment donné, Vital Kamerhe est allé au Rwanda avec des vaches et compagnie, etc., ça c'est lui. Le président Tshisekedi n'est pas allé au Rwanda pour faire un mariage où il a proposé des vaches. Il y avait quand même Bissele, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Avoir carnet d'adresse. Je m'excuse beaucoup. Non. Il ne faut pas simplifier les choses. Moi, à 22 ans, je suis de l'IDPS. Okay. Je connais quel a été le projet, n'est-ce pas, des sociétés de notre parti. Et l'ossature principale dans la coopération, c'est la diplomatie de développement. Okay. Et la diplomatie de développement suppose construire des interactions, des passerelles avec des amis étrangers, mais pour que nous puissions trouver aussi des dividendes. Et donc, nous sommes des voisins. Et je l'ai dit, qu'aucun pays ne peut changer son adresse. Et donc, le Rwanda est notre voisin. Et il y a des velléités, d'agressions récurrentes. Nous disons, OK, il faut poser la question. Vous voulez quoi? Nous sommes des voisins. Nous pouvons avoir des intérêts communs. Mettons en place des projets fédérateurs. Mettons en place des projets intégrateurs. Et donc, cela est très important. Nous pouvons le faire avec les Zambiens. Regardez comment nous travaillons. Est-ce que vous étiez parti négocier en position de faiblesse? Non, il n'y a jamais eu. Pour l'intérêt de la RDC. Non, regarde. Nous sommes par exemple avec les... Excusez, s'il te plaît, tu lui as donné quand même des petits temps, non? Je voudrais simplement dire que lorsqu'on a des voisins, malgré que nous avons des problèmes avec le Rwandais, et vous savez, nous avons des problèmes avec le Rwandais, nous avons des problèmes avec les Ougandais, nous avons des problèmes moins avec les Burundais, c'est évident. Nous avons 9 frontières. Et les puissances d'argent, qui sont des vautours internationaux, ont des stratégies pour nous opposer, en obéissant à la logique d'atomisation sociale, division pour mieux régner. Ça, c'est important. Moi, je suis panafricaniste. J'ai toujours pensé à l'unité politique africaine. J'ai toujours pensé que nos États aujourd'hui, qui ont été saucissonnés sous bande d'une carte mal dessinée à Berlin, ces États-là sont des morceaux. Il faut les ressouder. Et pour les ressouder, c'est un grand défi. C'est un engagement, c'est une détermination. Mais quand nous avons des politiciens, n'est-ce pas, qui pensent aussi que voilà, ces morceaux leur permettent aussi de vivre, alors c'est un problème réel. La force régionale, Ferdinand, je termine par là. Citez 5 secondes. La force régionale. Regardez, nous avons commencé avec des grandes réformes dans l'armée. Nous avons commencé avec l'équipement de l'armée, etc. Vous savez, la force d'un individu, c'est quoi? C'est la capacité de rechercher des solutions complexifiées aux problèmes complexes. Il ne faut pas des solutions simples à des problèmes complexifiés. Et donc, moi, je pense que la plupart des mercenaires qui sont utilisés contre notre pays sont ici des pays voisins. Alors maintenant, au même moment que nous avons opté pour une solution militaire, où nous sommes en train de requinquer notre armée et tous les services de sécurité, il faudrait également construire une synergie gagnante avec d'autres voisins qui visiblement peuvent avoir les mêmes intérêts, mais utilisés par les puissances d'argent. Et donc, lorsqu'on dit allons au Rwanda, discutons avec le Rwanda, discutons avec l'Ouganda, effectivement, qui ont trouvé un terrain fertile chez nous, pendant qu'ils étaient encore au pouvoir, parce qu'ils ont profité. Ils ont profité. Attention. Je fais office de consultant, je connais ce qui se passe même à la frontière avec le Rwanda, en fonction de nos ressources naturelles. Mutandis avec l'Ouganda. Donc, ils ont préparé un terrain, peut-être inconsciemment, mais il y a des effets. Aujourd'hui, les gens ont pris de la bière succulente au point où ils ne veulent pas lâcher. Mais il faut savoir séduire. Et moi, je connais en technique de résolution pacifique des conflits qu'il faut transformer l'adversaire, il faut transformer l'ennemi en partenaire. Et pour le transformer, il faut s'approcher de lui, il faut parler avec lui, savoir ce qu'il pense et savoir aussi, au finish, mettre en place des stratégies correspondantes. Merci, monsieur Norbert Yamba. Avant de terminer cette question, j'aimerais que nous puissions placer un mot. Monsieur, donnez-moi la photo de l'arrivée de l'ancien président français Nicolas Sarkozy
en République démocratique du Congo. Et c'est pour terminer ces premiers sujets. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, mais quand même, je pose la question. Donnez-moi la photo. Il n'a plus droit à payer les arriérés parce qu'il avait déjà parlé. Merci. Pensez-vous que l'arrivée de l'homme qui est ici, Nicolas Sarkozy, peut apporter un plus? Parce que l'homme avait dit en 2012, à moins que je me trompe, les problèmes de la RDC, que la RDC ne partage pas ses richesses avec ses voisins. Pensez-vous que c'est un bon médiateur pour que nous puissions avoir la paix avec le Rwanda et les autres? Vous avez 4 minutes pour le tout, pour que nous puissions prendre la deuxième thématique. Delphine, laissez-moi sourire un peu et remercier Yamba qui m'oblige à réagir un peu. Parce que je croyais que mon introduction aiderait cette émission à avoir de la valeur, de la hauteur. Dans ce que, lorsque nous parlons des responsabilités, et alors que ça nous serve de leçons. S'il y a eu ce que nous pouvons appeler incident de cette opération Umoja Wetu, je crois que c'était Tambwe Mwamba qui était ministre des Affaires étrangères, et que Kamere qui était président de l'Assemblée, mais pour des raisons propres, bien qu'informées, il a préféré jeter tout ça, la pavée dans la mare. Et on a compris. Quand je suis la vidéo, maintenant je comprends qu'il avait un agenda. Ce n'est pas Kabila qui avait un agenda, Norbert. Hein? C'est lui plutôt qui a un agenda. Parce que c'est pratiquement ce qu'ils sont en train de faire. Mais au moins Kabila, lui, savait reculer lorsqu'il était interpellé. Et c'est ça son avantage. Et c'est ça la différence. Et en 2010, il a dit, lorsque vous voulez lui demander, lorsqu'il a défait les M23 et que vous voulez lui demander de les reprendre dans l'armée, il a dit niet. Nous avons commis certes des erreurs, nous ne les commettrons plus jamais. C'est la différence avec ces régimes. Lorsque vous commettez des erreurs d'approche, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et il a dit à 2006, à 10, lorsqu'il a défait les M23, que nous ne reprendrons plus les mêmes erreurs. Parce que c'était toujours des erreurs suggérées par la communauté internationale, MONUSCO et tout ça. Faites ceci, peut-être il y aura la paix. Faites ceci, ça n'était jamais par rapport aux minéraux comme on l'attend aujourd'hui, que les gens ont traversé, c'est directement signé. Des DG ont signé à présent du président et les gens se sont transportés dans les hôtels de Kigali, des hôtels de Goma. Et que ça pose problème. Et ça, vous n'allez pas prendre la vidéo ici pour dire non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que non. Yamba. Kabila a fait un travail remarquable. Il a défait les M23 parce que cet agenda-là, il ne pouvait pas l'accepter parce que les Congolais ne peuvent pas respecter ce que demandait le Rwanda, à passer par les CNDP, à passer par les M23. Mais c'est ça que Tshisekedi fait aussi. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas comment? Est-ce qu'on l'a vu défaire les M23? Au contraire, il va prendre l'Ouganda, l'UPDF, l'armée ougandaise. Il l'amène sur le terrain. Ça affaiblit notre armée. L'Ouganda permet l'entrée d'IM23, le gouvernement ne réagit pas. Et aujourd'hui, quand vous suivez la présidente de Tanzanie, vous suivez tous ces chefs d'État qui forment la force régionale, ils vous disent que nous allons au Congo, ce n'est pas pour faire la guerre. Nous allons pour qu'il y ait négociation. Et plus ils sont là, plus les M23 prennent de l'espace. Kabila n'a pas fait ça. Qui a l'agenda caché? Qui a l'agenda caché? Il reste 1 minute 30. Même quand on parle de l'infiltration, qui a infiltré qui? Qui a infiltré? Parce que la question de la nationalité du peuple Tutsi dans notre pays, c'est depuis les années 60, 71, ainsi de suite. Vous voulez que nous recommencions là-bas pour savoir quels sont les acteurs politiques qui étaient là? Brassage et mixage sous votre régime, ça et alors, ils sont venus avec les groupes armés, toujours entretenus par ça. Et je vous ai dit que les derniers accords qui auraient dû être un fondement, un ciment pour ces régimes, pour qu'ils ne commettent plus les erreurs, c'était l'accord
cadre d'Addis. Mais l'accord cadre d'Addis a été bypassé par ces régimes. Ils ont leur propre accord et aujourd'hui, toute la communauté internationale nous oppose l'accord de Nairobi, nous oppose l'accord ou le protocole de Luanda, qui sont des accords qui mettent à mal notre FARDC, qui mettent à mal notre population. Les massacres continuent, on ne voit pas de résultats. Monsieur Ferdinand, une question. Et maintenant, je parle de Sarkozy. Vous savez qu'il est le 40e président français. Honoraire arrivé, François Hollande était là aussi. Non, il était venu voir Mukwege, mais... Bon, lui aussi, il vient voir Moudoumi. Il a été reçu par le ministre des hydrocarbures, donc c'est le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il fallait aller chercher maintenant Macron, pour qu'il lui vienne voir Moudimbu, vienne voir Félix, et lui apporter quoi comme suggestion? Lui qu'on a suivi dans les vidéos en train de dire que l'Occident a toujours été brutal, sauvage. Quel est le conseil qu'il va donner à Félix? Son expérience ne peut rien apporter. En quoi? S'il semble qu'il veut négocier pour qu'il y ait la paix entre les RDC et le Rwanda, pensez-vous que c'est une mauvaise approche? Mais quel est ce problème finalement qu'il y a entre ces deux partenaires? Parce que nous ne comprenons pas du tout. Finalement, le problème entre Kagame et Félix a commencé où et quand? Mais quand Paul Kagame disait que, dans une vidéo que j'ai, depuis les sommets de la RDC jusqu'aux subalternes, ils ont des relations avec tout le monde. Ça prouve que Kagame avait la même mise sur les RDC. La vidéo existe. C'est comme ce que vous venez de dire en montrant l'honorable Mwanga Tchouchou là-bas. Évidemment, je suis un avocat. Je n'ai pas accès à son dossier. Je ne connais pas exactement ce qu'il y a comme prévention. Il a été appris avec les armes dans Bon, dans je ne maison, sais pas moi analyser un dossier qui n'est pas sous mes yeux. Pour lui apporter une quelconque valeur. Mais c'est le fruit des brassages de sous votre régime, mon Chouchou, vous connaissez. Il a été... Vous avez trop de raccourcis, Delphin. Et c'est là où je ne vois même pas de sincérité dans les régimes actuels de vouloir trouver des solutions aux problèmes qui posent. Je vous pose une question directe, monsieur Ferdinand, s'il vous plaît, une question directe. Mwanga Chouchou, ce n'est pas le fruit de brassage ou la personne qui était de l'autre côté, vous avez accepté d'amener dans le gouvernement, dans les régimes. C'est celui, non? Mais vous, quand vous dites vous avez accepté, vous parlez de brassage ou vous parlez de brassage. Quand vous parlez de brassage, vous parlez de Sand City. Et à Sand City, ceux qui ont signé les accords, c'est tous les politiciens avec tout la classe politique. Même régime, il avait les armes chez lui à la maison. Il ne faut pas toujours chercher des responsables, des raccourcis comme ça, alors que vous êtes en train de gérer les pays. Merci. Les 1+4, c'est l'affaire de tout le monde. L'IDPS ne peut pas s'y soustraire parce que même lorsqu'il y a eu des accords de cascade, l'IDPS est allé se réfugier au Rwanda et tout faire pour que les RCD reviennent sous la table de négociation. Alors quand lui, Mwanga Tchouchou, dit RCD vient, il a parlé de l'élection. Je sais par exemple qu'au Nord Kivu, c'était les meilleurs élus. Mais du fait de qui? De tous les anciens RCD. Est-ce que ça c'était Kabila? Et quand il est sénateur, il profite pour connaître les arcanes du pouvoir et être partout. Aujourd'hui, il est membre de quoi? De l'Union sacrée. Membre influent de l'Union sacrée. Il était resté avec Kabila. Lorsque Kabila a appelé à la résistance. Ce n'est pas le fruit de l'infiltration, mon gars. Il est d'abord un membre de la... Il a les armes, c'est un civil, il a les armes. Mais le ministère de l'Intérieur est là. S'il a des armes, le sort c'est quoi? C'est pas l'autorisation. Merci, monsieur. Il est de l'AFDC, donc il est de l'AFDC Bahati, et que lorsque vous parlez de lui ou des faits qu'il a commis, et ne faites pas des raccourcis pour vouloir tout ramener à Kabila. Si vous ne voulez même pas trouver des solutions, vous voulez montrer à l'opinion que nous n'arrivons pas à gérer le pays parce que c'est Kabila, alors que tous ces gens sont avec vous. Merci, monsieur Ferdinand Kambere. Alors, j'étais en train de... Bon, ça va sur Sarkozy, en tout cas, je ne vois pas. Pour moi, ça rentre toujours dans ce tâtonnement. Vous passez toujours à côté de la plaque pour chercher les solutions aux problèmes que vous-même vous créez, et les solutions sont proches, vous ne voulez pas les appliquer. Merci. Les solutions sont proches, vous ne voulez pas les appliquer, M. Norbert. Non, mais ils auraient pu... S'il vous plaît, que je termine. Vous êtes du pouvoir, un tâtonnement de plus, Ferdinand l'a dit, vous êtes allé chercher Sarkozy pour quel objectif? Non, mais s'il y a eu tâtonnement et que les solutions sont disponibles, j'ose croire qu'ils auraient pu véritablement les appliquer.
Là, on tombe dans un débat émotionnel. Je ne le souhaite pas. Merci. Cependant, je voudrais simplement apaiser Ferdinand lorsque, toujours dans les tâtonnements, bon, il faut accepter les bandes armées comme M23. Nous, on refuse. Nous, on refuse. Mais ils sont... Si on avait accepté d'intégrer le M23, il n'y aurait pas de problème. Les Congolais refusent de faire ce qu'eux, ils ont fait. Le RCD intégré, et on sait toute l'ossature, le financement, etc., les moyens d'action sont venus d'où? Le CNDP et l'MV3. Ils l'ont fait. Et nous retardons la situation jusqu'aujourd'hui pour dire, écoutez, il faut arrêter les scénarios. Parce que ces scénarios ont une expérience malveillante, malheureuse. Ça, c'est le combat que nous menons pour lequel nous demandons à tous les Congolais de s'intégrer pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions gagner le pari. Nous demandons à l'opposition, la vraie opposition, qui pense encore à notre peuple, qu'aujourd'hui plus que jamais, l'extérieur ne peut plus nous donner des hommes qui doivent travailler comme ministres. L'extérieur ne doit pas nous donner des hommes qui doivent travailler comme militaires, officiers militaires, compagnie, etc. Donc c'était le cas. C'était le cas. Et donc, vous avez suivi quand même Vital Kamere, qui n'est pas moindre. En tout cas, il a été chef d'orchestre au PPRD. Et donc, nous ne sommes pas dans la logique que disait tout à l'heure Ferdinand pour dire accepter, accepter, accepter. Mais je voudrais remercier Ferdinand lorsqu'il dit tous ces groupes voisins de la région en compagnie disent qu'ils ne vont pas faire la guerre. Effectivement, nous ne voulons pas faire la guerre. Nous ne voulons pas faire la guerre parce que la guerre est devenue l'investissement le plus rentable de toutes les puissances d'argent. On investit dans la guerre, on monte des groupes armés, mais ils bénéficient 10 fois plus que ce qu'ils auraient fait un investissement normal. Nous sommes conscients de ça. Mais nous nous disons quelle devrait être la solution moins payante. S'il faut utiliser l'intelligence des Africains, montrer les Africains que nous sommes un et un seul individu. Et que l'Occident nous a divisés, nous a saucissonnés sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Ça, c'est la vision et l'approche du chef de l'État. Et il dit, ben écoutez, avec le Kenya, on fait quoi? Avec l'Ouganda, on fait quoi? Avec le Rwanda, on fait quoi? La Zambie, compagnie, tous ces pays de la région. Non seulement les pays de la région, même dans d'autres régions, parce qu'il y en a 5. Et c'est ça la vision. Et ils ont travaillé sur des recettes ponctuelles, court-termistes, parcellaires. Nous travaillons sur les recettes moyen-termistes, long-termistes. Si ça ne réussit pas aujourd'hui, ça peut réussir demain. Donc, sincèrement, je voudrais l'apaiser pour dire, tous ces groupes-là, nous avons voulu qu'ils soient là pour qu'on trouve une solution moins payante. Merci. Mais avec Sarkozy. 30 secondes, parce qu'on doit... Sarkozy, quand il était au pouvoir, il est venu ici. Et vous savez quel était son discours. Aujourd'hui, Sarkozy, c'est un avocat qui a un cabinet d'affaires. Et vous avez vu, tout de suite, il est en train de chercher comment savoir la situation du pétrole, compagnie, etc. Et donc, il est permis de venir. Mais vous avez suivi le président de la République. Pour une fois, vous savez, il y a des endroits où on ne voulait pas entendre parler du chef de l'État parce qu'on ne les comprenait pas. Quelqu'un dans un débat télévisé, non, c'est pas un débat, mais bon, dans des prestations près de presse avec le président Macron, il a montré qui il est. Donnez-moi cette photo. Jamais en Afrique centrale, jamais, je dis jamais en Afrique centrale, on a trouvé un chef de l'État qui a affirmé son leadership, qui a affirmé son autonomie et qui a démontré que l'Afrique avait une torche et qui est en train d'éclairer l'avenir. Et ça, c'est lui qui commence avec ça, en prenant beaucoup de risques. Parce que les puissants d'argent sont des sauvages. Vous avez suivi quoi? Et là, il a raison.
Ferdinand, lorsque Sarkozy lui-même photographie l'Occident comme sauvage, comme barbare, comme il l'a démontré lorsqu'il a assassiné le colonel Kadhafi, qui visiblement aurait pu pousser les Africains à construire une unité politique africaine, qui aurait pu pousser les Africains à avoir un fonds monétaire africain, avec la Banque des investissements africains, et qui, avec les techniques de télédétection pour nous donner notre propre satellite, on l'a éliminé. On l'a éliminé. C'est de cette manière qu'on a éliminé Sankara. C'est de cette manière qu'on a éliminé Patrice Lumumba, etc. Donc, il ne faut jamais, dans votre vie, accepter que l'Occident se pointe comme médiateur. Ils ne sont médiateurs que pour préserver et orienter les gens vers leurs intérêts. Merci. Donc, qu'ils viennent. On a besoin d'écouter tout le monde, mais on a besoin également de décider, d'arbitrer et de décider sur la voie que nous voulons. Et la voie que nous voulons, c'est qu'il faut construire une dynamique gagnante de tous les pays africains qui sont concernés par la situation, pour dire pourquoi devons-nous être dupes, pourquoi devons-nous rester des bébés sous biberon pendant tout ce temps, comment nous devons faire pour qu'ensemble nous puissions véritablement construire une synergie gagnante. Ça, c'est l'approche du président de la République, mais cela n'empêche pas qu'il puisse écouter tout le monde. Merci monsieur Norbert Yamba. Là, j'ai senti à la fin que c'est un panafricaniste qui parlait là. Voilà, là, regarde, donnez-moi la deuxième vidéo, comme ça nous allons cheater avec l'émission d'aujourd'hui. La première thématique, c'était quelle approche durable pour une solution de la guerre de l'Est. Vous avez suivi M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, et M. Norbert Yamba au cadre de l'UDPS, directeur. Je ne viens pas ici pour ça. Je suis au cadre de l'IDPS, je suis panafricaniste, je n'ai pas autorité à parler au nom du ministère. Je ne me suis jamais présenté comme tel. Mais c'est quand même... Faut éviter ça. Merci, c'est quand même votre titre. Voilà, alors, donnez-nous la vidéo, comme ça nous allons revenir pour parler des élections, processus électoral, République démocratique du Congo. La transition est-elle inévitable? Est-ce qu'il est possible d'envisager des élections dans tout le pays, sauf dans le Nord Kivu? Ça ne serait pas une bonne chose, parce que ça va poser des problèmes de légitimité. Nous ne voulons pas avancer sans nos frères et nos sœurs de ces provinces qui sont affectées. Ça ne serait pas une bonne chose, c'est pour ça que je me dis, bon... Mais est-ce que vous l'envisagez quand même? Personnellement, je ne vais pas l'envisager. Moi, je pense plus à une autre formule, celle qui consisterait à réserver des sièges pour ces entités-là, et enrôler au moment où ça sera possible. Mais ça, c'est une idée qu'il faudra discuter au niveau de la plénière et puis finalement même discuter avec l'Assemblée nationale. Comment réserver des sièges? Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est-à-dire, on peut par exemple se dire que durant les 3 derniers cycles, voilà ce que ces entités ont eu comme siège, on fait une moyenne et on les réserve pour eux. Et puis on continue avec le reste du pays. Et le jour où il y aura la paix, ils peuvent maintenant alors s'enrôler. Est-ce qu'il est possible d'envisager des élections dans tout le pays, sauf dans le Nord Kivu? Ça ne serait pas une bonne chose, parce que ça va poser des problèmes de légitimité. Nous ne voulons pas avancer sans nos frères et nos sœurs de ces provinces qui sont affectées. Des retours sur ces plateaux, vous venez de suivre le président de la CENI, M. Kadima. Je préfère que cette question, que M. Yamba puisse ouvrir. Voilà. Parce que... vous promettez. Bon, Ferdinand ouvre alors la question. Bon, parce que justement, j'avais... Des choses à dire. Une arriérée par rapport à ce qui a été dit ici. Okay. Et j'ai compris que le régime actuel n'a pas de solution lorsque mon frère Yamba affirme qu'ils ne veulent pas faire la guerre. À face des gens qui vous veulent, qui vous font la guerre, mais vous ne voulez pas faire la guerre. Vous n'avez pas besoin de l'armée. Et ça, le président de la République, dans cette histoire de EAC, East African Community, l'avait encore affirmé. Pourquoi vous battre pour des morceaux de terre parce que ce pays sera un? Et quand je suis l'approche panafricaniste, donc de l'IDPS, c'est exactement nous laisser sous la domination de East African Community. Nous sommes un pays au centre de l'Afrique, nous ne sommes pas un pays à l'est de l'Afrique. Pour que nous soyons sous la domination de ces États qui ont toute la tendance de ne pas voir les Congolais commander l'armée à l'est. Je suivais déjà les réclamations qui viennent de Maniema, qui viennent de la province orientale. Vous savez que l'Est African Community à Goma, déjà les hôtels sont occupés. Ils sont plus dans les hôtels. Là.
Et l'agenda, c'est donc ça. Pourquoi se battre pour des morceaux de terre? Parce que finalement, nous serons un même pays. Et lorsque vous ajoutez Menaka Dima aujourd'hui, et c'est ça où je sens qu'en réalité, tous ces gens qui disaient que c'est Kabila qui avait un agenda, c'est plutôt eux. Ils sont jusqu'au boutistes dans les chaos qu'ils sont en train de vouloir créer à l'Est. Parce que, le peuple ne veut pas de l'état de siège, mais vous les maintenez. Il ne veut pas de mutualisation avec les UPDF, parce qu'on continue à tuer. Vous ajoutez les groupes armés incontrôlés et vous voulez en faire aussi une force. Et vous promettez de leur donner des salaires sur le budget de l'État, alors qu'au massacre, ils ne réagissent pas. Et aujourd'hui, Kadima, il propose une formule où il va organiser les élections sans l'Est et on va simplement faire un calcul pour les réserver des sièges. C'est pas ça la balkanisation? Bon, une proposition. C'est ça le panafricanisme. Ok. Enfin. Mais à sa place, qu'on est en train de nous raconter. À sa place, vous pouvez dire quoi? Parce qu'il y a la guerre, il faut organiser les élections. Il y a la guerre, nous avions dit, Delphin, je crois même sur ce plateau, que c'est l'IDPS qui veut qu'il y ait instabilité pour qu'il justifie que Félix se pérennise au pouvoir sans élection. Et aujourd'hui, quand il voit que les sons, les voix commencent à s'élever pour dire que s'il ne sait pas organiser les élections, et alors, à 2023, à décembre, bon, à janvier, comme on dit, le 24, et il faut qu'il rende le tablier. Non, il y a un article et c'est à ce moment-là que déjà on commence à réfléchir et on comprend maintenant les recrutements de tous ces gens-là qui sont en train d'être recrutés au FCC pour aller là-bas, pour donner quelle recette pour contourner tout ça. Comment on peut faire un complot contre son propre pays, complot contre son propre peuple et continuer à rester fier qu'on est un panafricaniste, qu'on est... Comment on peut imaginer? Moi, je ne m'imagine pas que quelqu'un qui est venu d'une école comme l'IDPS, que tout le monde connaissait comme une école de démocratie, une école, parce que la démocratie, il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas un processus démocratique qui sait faire participer la population à la gestion de l'État. S'il vous plaît, je vous dis que cette guerre rentre bien dans l'agenda de l'IDPS et du Rwanda, de l'IDPS et du Rwanda, de l'IDPS et l'INC, parce que c'est comme ça que vous m'avez mis la vidéo de Kamere, et Kamere, vous savez, après la prison, il a fait une tournée pour vanter son histoire ici. Ce sont des jeunes que nous connaissons, nous allons parler avec eux, et c'est la machine qu'on est en train d'asseoir petit à petit. Donc, on fatigue la population, on asphyxie la population, on a coupé la route Goma, et Beni, Butembo et Lubero et tous les restes. On va vers ça qu'on coupe la route. Et maintenant vers Bukavu, coupe la route. On asphyxie la population qui est là, emprisonnée. Et on veut lui imposer parce qu'on sait qu'à la fin, cette population va se fatiguer et va accepter cette histoire de East African Community. Merci. Merci. C'est quelle méchanceté. Merci, M. Ferdinand Kambere. Et on va encore dire que nous raisonnons par émotion. Merci. M. Norbert. Et ce n'est pas par la raison qu'on se pose des questions sur notre propre pays. Merci. Merci pour ces questions très questionnantes, intelligentes, M. Ferdinand Kambere. Alors, M. Norbert Mbemba, vous êtes du pouvoir, vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir. Les leçons que vous donnez des gens quand vous étiez dans l'opposition, les élections, dont les délais constitutionnels, quand vous avez le président de la CENI qui dit on veut bien organiser les élections, mais il propose de réserver les sièges. Et là, il a dit que le pays n'a pas reculé. Voilà. Il propose des sièges pour certains contrées. C'est ce que vous voulez, c'est ça la démocratie que vous prêchez? Vous savez, j'ai un problème. Okay. Au-delà de mon appartenance comme militant cadre de l'UDPS, j'aime beaucoup le Congo. Okay. J'aime beaucoup le Congo et j'ai toujours dit que... je sais pas. J'ai toujours pensé qu'il y a moyen de vivre autrement et de faire autrement les choses. Okay. Je ne comprends pas la classe politique congolaise. Vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, Ferdinand, vous allez m'excuser. Je ne comprends rien. Il y en a ceux qui disent
il faut respecter les délais constitutionnels. Vous l'avez réclamé à l'époque du maréchal... de Raïs Kabila. Effectivement, nous avons réclamé, même si on a glissé de 2 ans. Il y en a ceux qui veulent que les élections soient et qu'on ne puisse pas répéter cette approche. Mais il y en a ceux qui disent mais les choses ne sont pas faites comme il se doit. C'est qu'on risque de chipoter, on risque de tricher, etc. Dit, on prend quelle thèse? On prend quelle thèse? Alors, Kadima, lui, se trouve en situation où, comme les politiques cherchent que les élections soient respectées, les délais soient respectés, alors, maintenant, il y a la guerre à l'Est. Certainement que ça n'exclut pas qu'on continue la guerre, pourquoi pas? Parce que Ferdinand avait l'air de me faire des reproches en disant on abandonne la guerre. On n'abandonne pas la guerre. Il y a 3 solutions. Militaire, diplomatique et politique. Et donc, on continue la guerre, malgré la présence d'autres forces que nous devons expérimenter pour un temps, pour dire, écoutez, à un moment donné, eh bien, si vous ne servez pas à quoi que ce soit, bien, écoutez, il faut rentrer. Alors maintenant, on prend le PPRD, de mon frère Ferdinand, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, donne l'impression de ne pas aller aux élections, même si certains d'entre eux, ils se font enrôler en catimini. Ça aussi, c'est pas sincère. Ça aussi, c'est pas sincère. Et donc, on veut quoi? C'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et là, ça devient un danger public. Je voudrais également dire que cette question, elle est fondamentalement technique. Et Kadima a répondu de manière technique. Il dit, si la guerre ne s'arrête pas dans les délais, à ce moment-là, on détermine, au regard de l'enrôlement, ce que ces entités représentent en termes de nombre de députés, et puis on verra le reste. Je voudrais chiter en disant que on ne laissera pas l'Est de notre pays aller assez. On ne laissera pas ça, Ferdinand. C'était une approche qui a été prise. Vous savez que nous sommes dans une approche régionale. Et dans cette approche régionale et africaine, il y a des résolutions. Vous parlez seulement d'accord Rwanda, mais il y a aussi des résolutions qui vont au-delà véritablement. Et on veut chercher. Les Africains veulent prendre leurs responsabilités, mais n'arrivent toujours pas. Parce qu'ils sont toujours divisés par des puissances d'argent qui sont incorporées, intégrées dans ce genre de conflits. Quand cela ne tienne, une résolution est là. On dit qu'il faut les assez. Et vous avez suivi l'interpellation du président de la République de cette armée-là. Il était avec un autre président, le président kenyan. Et c'était très clair. Vous sentez qu'il n'y a aucune complicité. Si à un moment donné, on trouve que vous ne faites pas ce que vous êtes venu faire, on va se trouver dans la triste obligation de vous rejeter. Merci. Donc, et là je termine. 5 secondes. Cher Ferdinand. Le problème est si complexe, Ferdinand. Regardez la géographie de l'Afrique. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique du Sud, en Afrique centrale. Le Congo, c'est la locomotive en Afrique centrale. Mais dans les chefs de puissance d'argent, ils ont monté des stratagèmes de balkanisation. Et vous le répétez à tout moment, même si vous avez préparé les terrains pour ça. Et bien de temps en temps, on vous dit, le Congo, aujourd'hui, j'ai suivi Tidjane Gabo, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais, consultant international, qui a sa place, son cabinet sur la place d'Atlanta aux États-Unis. Le Congo est sous les visères. On veut aller même à 4 ou 5 États. On commence par l'Est. Et mon frère Ferdinand avait raison. Quand il disait, il dit, même ceux qui aujourd'hui sont avec les chefs, qui sont de l'Est, ils sont dans cette vaste complotation. Effectivement, il y a des Congolais qui sont dans ce processus-là. Parce que si le Congo aura 5 États, on dit le Mali, c'est 3 États. Et ces États sont localisés là où il y a d'immenses richesses. Les minéraux. Comptabilisez tout ça, mon frère. Excusez. Comptabilisez tout ça, Ferdinand. Parce que si vous ne
comptabilisez pas, si vous ne trouvez pas que nous avons un problème réel et que la classe politique comme un seul homme puisse s'entendre pour défendre notre pays, à ce moment-là, on n'aura que les yeux pour pleurer. Merci, monsieur Norbert Yamba. Monsieur Ferdinand, je vous donne les mots de la fin. Vous allez conclure par rapport à ces deux sujets. Quelle approche est durable pour une solution de la guerre de l'Est? Deuxième thématique, processus électoral en RDC, la transition est-elle inévitable? On retient quoi? On retient que l'IDPS doit tirer des leçons. Okay. Il risque de porter une grande responsabilité. Si cette question de balkanisation, il va aux élections, alors qu'il a posé des jalons pour que tous ces vautours viennent avoir. Imaginez, nous avons l'armée burundaise chez nous, au Sud Kivu. Nous avons l'armée kenyane chez nous. Nous avons l'armée ougandaise chez nous. L'armée rwandaise chez nous. Les groupes armés. Pour que les FARDC ne soient pas efficaces de faire leur travail de défense, de sécurité et de la protection de nos frontières. Est-ce que vous vous imaginez que c'est au temps où l'IDPS est au pouvoir? Norbert, que je connais comme panafricaniste, comment il peut autoriser le Congo qui est le sali de toute l'Afrique soit comme ça, mais à la base, pour que cette question de balkanisation soit une réalité et qu'on saucissonne les terres africaines au bénéfice de qui? Parce qu'une nationalité avait été accordée à un peuple en 1972 et qu'aujourd'hui, ce sont nos terres qui sont en train d'être sollicitées pour être saucissonnées. Merci. Parce que l'IDPS est là. Merci. Je crois qu'il doit se regarder, s'arrêter et dire est-ce que ce projet est bon. Merci, monsieur Ferdinand Kambere. Vous donnez des leçons à nous qui sommes de l'opposition, qui étions là. Et lorsque nous vous disions là, c'est pas mauvais, c'est risqué. Là, c'est pas bon, c'est risqué. Il fallait nous. Merci, monsieur là, Ferdinand. Vous placez les pays dans des conditions difficiles. Merci. Et les élections que vous voulez, c'est rien que pour les bénéfices des individus, pour un positionnement et pas dans l'intérêt du peuple. Monsieur Ferdinand. Et pas dans l'intérêt de notre Monsieur Ferdinand Kambere, monsieur Norbert Mbemba, 30 secondes également, le mot de la fin. On retient quoi par rapport à ces deux sujets? L'IDPS, certainement, est au pouvoir. Et l'IDPS est en train de tirer des leçons parce qu'il y a des évaluations récurrentes et permanentes. Et c'est comme ça qu'on opte pour telle ou telle option. Mais c'est ce qui constate que c'est un tâtonnement. Oh, c'est effectivement des leçons qui sont tirées et les orientations viennent en fonction véritablement des conclusions arrêtées. Et donc, l'IDPS est en train de tirer ces leçons. Et l'IDPS ne prendra pas la responsabilité de la balkanisation, même si vous avez véritablement monté un arrangement institutionnel pour y arriver. Il vous reste simplement de lâcher prise pour que nous puissions endosser cette responsabilité. Et nous vous disons, je ne voudrais pas qu'on puisse couper Ferdinand. Par amitié, est-ce que vous pouvez me laisser? Non, je vous nous, on n'endossera pas cette responsabilité. Vous avez vu les fils de l'homme. Vous le voyez en application. C'est pas Fils Tshisekedi qui acceptera ces choses-là. Oh, mais parce que nous vivons ça. Et je mets ça au coup. C'est très important. Et vous avez vu l'homme dans son âme, dans sa conscience, lorsqu'il était en face de Macron. Et l'Afrique en parle. Même si ce sont des risques graves, je vous assure. Parce qu'on connaît le paysage politique international et le paysage politique international. Je voudrais simplement dire que le processus électoral doit continuer. Il nous reste, je dirais même 7 mois ou 9 mois. Mais là où je suis tout petit peu inquiet, mon frère demande qu'on respecte les dispositions constitutionnelles, le respect du délai. Mais c'est lui-même qui dit que non, on ne peut pas aller aux élections en laissant l'Est. Parce qu'il faut que l'intégrité du Congo, parce que vous consacrez la balkanisation. Alors, dans ces conditions-là, on va écouter l'organe qui a été chargé d'organiser les élections. Techniquement, il nous présente l'option. Et si les politiques veulent véritablement chercher une autre option, tant mieux. Mais en tout cas, celui qui a
qui organise les élections et qui voit qu'on ne peut pas faire les élections à l'Est, donc je prends en témoin le peuple congolais que maintenant on est en train d'asseoir les chaos parce qu'on organise les élections pour que les chaos s'installent et que finalement l'Est African Community ait raison, le Rwanda ait raison sur l'Est de l'Afrique, l'Est du Congo. Je prends un témoin et aujourd'hui et tout le monde est conscient que c'est un discours populiste. Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, Kabange, l'homme qui peut revenir selon eux si il a la volonté. Merci M. Ferdinand Cambéré également. De l'autre côté, M. Norbert Yamba au cadre de l'UDPS, le vrai panafricaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Merci à Ferdinand. Restez fidèles à nos programmes sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation. Maman Excellencia, rediffusion à 22h. Cette émission, c'est chaque jour, du lundi au vendredi, 11h, rediffusion 22h. Au revoir.